J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. C'est compris ? Vous voyez que les pays occidentaux ne sont pas seulement hostiles à notre pays dans la sphère économique. Je veux parler des sanctions illégitimes. Les hauts fonctionnaires des principaux pays de l'OTAN autorisent également des déclarations agressives contre notre pays. Et cette déclaration, elle intervient pourtant dans un contexte de discussion. La Russie et l'Ukraine vont commencer des pourparlers. Ce seront les premières discussions entre les deux pays depuis le début de l'invasion russe. Ils ont envoyé chacun une délégation en Biélorussie, à la frontière avec l'Ukraine. Un dialogue donc qui se fera sous forte pression de Vladimir Poutine. Doit-on avoir peur ? Comment interpréter l'attitude du président russe ? Nous allons revenir longuement sur ces questions. Mais tout d'abord, je vous propose d'aller voir ce qu'il se passe en Ukraine même, parce que pendant ce temps-là, la guerre, elle, se poursuit. Les scènes de guerre s'étendent dans le pays et on ne compte plus les images de désolation qui nous parviennent. On les regarde avec Nathan Gerlache et Éric Destiné. Un important dépôt pétrolier en feu à Kryachki, un village à une trentaine de kilomètres du centre de Kiev. C'était cette nuit, quand les combats ont repris autour de la capitale ukrainienne. Des échanges de tirs ont également eu lieu. La nuit dernière fut dure en Ukraine. Encore des bombardements de zones résidentielles et d'infrastructures civiles. Ce matin, malgré la fumée au loin, la ville de Kiev semblait entièrement vide. Les habitants ont reçu l'ordre de ne plus sortir, alors seuls les militaires et des volontaires armés étaient dans les rues pour défendre leur pays et leurs institutions. Le siège de Kiev est une réalité, c'est en cours. Il y a des bombardements, des combats, et il y en aura encore. Les Russes ne vont pas abandonner. Poutine n'a pas changé en 20 ans. Il veut prendre ce pays et le détruire. Cette nuit, les combats ont été intenses aussi à l'est, comme ici à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Un gazoduc, notamment, a été bombardé par l'armée russe, comme on le voit sur ces images. Mais les affrontements ont aussi gagné les quartiers résidentiels. La dame qui filme ce camion en feu lance un message de détresse. S'il vous plaît, à vous qui voyez cette vidéo, je suis au numéro 14 de Grasdanskaya. Je vous en prie, envoyez quelqu'un ici. Il y a beaucoup de gens dans le quartier. Sauvez-nous. Ce missile planté au pied des immeubles témoigne de la violence de la nuit. À Kharkiv, une habitante est morte par balle. L'armée ukrainienne n'a finalement pas perdu le contrôle de la ville. Les militaires montrent d'ailleurs ces images. Une colonne de véhicules russes à l'abandon. Les soldats à bord se seraient enfuis ou se seraient rendus. Au sud, la Russie par contre affirme avoir encerclé cette nuit les villes de Kherson et de Berdiansk, deux endroits stratégiques. La cité portuaire de Guinitchievsk serait-elle sous le contrôle des Russes ? Alors non loin, la résistance s'organise. À Dnipro, les citoyens se joignent à l'armée pour construire des fortifications et contrer une éventuelle offensive. Nous avons besoin de munitions, nous avons besoin de beaucoup de choses pour gagner, mais nous voulons gagner car nous pouvons le faire. Ce soir, impossible de prévoir ce qui va arriver dans les prochaines heures. Ouais, pour commenter cette actualité, Mehdi Kelfat et M. Yegor Pivovarov, vous nous avez rejoint. M. Pivovarov, vous êtes le représentant de l'Ukraine en Belgique. On vient de voir ces images. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre pays dans cet état-là ? Très difficile à répondre sur cette question. Tout d'abord parce que c'est ma ville natale, Kiev, et mon pays où je suis né. Je suis absolument triste, je suis dévasté. J'ai encore deux nouvelles tragiques à vous apporter ce soir, malheureusement. À partir du 24 février, le début de la guerre que la Russie avait initiée contre mon pays, 16 enfants ont été tués par les forces occupantes. La deuxième nouvelle, c'est qu'en ce vrai moment qu'on parle maintenant avec vous, les bombardiers russes s'est envolés depuis la base aérienne, depuis la Crimée, occupés, et ils ont reçu la commande pour bombarder les villes et les villages. Ça veut dire que c'est une tragédie qui peut vraiment s'exploser même plus.
Donc ça, c'est la version en tout cas des autorités ukrainiennes. On sait bien que les autorités russes et les informations sont souvent contestées de part et d'autre. Est-ce que vous avez d'autres retours du terrain? Est-ce que vous avez encore des proches sur place? Tout d'abord, vous devez oublier une fois pour toutes que la vérité existe dans les médias russes. C'est le fait qui déjà prouvé millions de fois. Ça veut dire que les médias russes sont tellement désespérés, ils ont peur de montrer la vérité aux mères russes. Les fils et les maris desquels sont maintenant tirés par nos soldats qui défendent leur pays et leur patrie. Merci, Monsieur Pivovarov. On va parler ensuite, maintenant avec vous, Mehdi, de cette menace brandie, la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Ça veut dire quoi exactement? C'est une menace qui est assez inédite et avec cette menace qui est très rare, on atteint un certain paroxysme dans cette crise. Concrètement, ça veut dire que Vladimir Poutine lance une mobilisation à la fois technique mais aussi psychologique de tous les responsables de l'armement nucléaire russe pour être prêts à répondre positivement à un ordre du Kremlin d'utiliser ces armes nucléaires. C'est aussi un message aux hommes clés du régime qui doivent être prêts, le cas échéant, à se protéger dans un bunker. Mais attention, ce n'est qu'une mise en alerte. C'est un instrument que Vladimir Poutine utilise pour menacer ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues dans la campagne de l'Ukraine. C'est un moyen pour la Russie d'envoyer un avertissement à l'OTAN. En un mot, c'est un moyen qu'a trouvé Vladimir Poutine pour impressionner et les Ukrainiens, mais aussi le monde entier. Monsieur Pivovarov, je me tourne vers vous. Est-ce que cette menace nucléaire, elle vous fait peur en tant qu'Ukrainien? En fait, nous sommes prêts pour avoir n'importe quel résultat de cette folie que Poutine et son régime sanglant avaient initié contre mon État. Mais je suis absolument persuadé que l'entourage du président russe lui a prévenu sur les conséquences, parce que cela touche toute la planète. Et s'il ose d'utiliser ce type d'armes, ça veut dire que notre planète soit détruite. Et tout ça arrive dans un contexte très particulier, Mehdi Kelfat, des pourparlers qui ont commencé. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse, ces pourparlers, pour Vladimir Poutine? C'est en tout cas un signe que la guerre, elle ne se déroule pas comme prévu par Vladimir Poutine. On parlait en début de campagne d'une guerre éclair. Dès jeudi, la propagande russe évoquait pas mal de défections dans les rangs ukrainiens pour montrer que l'Ukraine allait tomber comme un château de cartes. Eh bien, ce que l'on constate, c'est que Kiev, même si elle est entourée de militaires russes, eh bien la capitale résiste toujours à l'assaut de l'armée russe. Kharkiv, la deuxième ville du pays, reste ce soir sous le contrôle de l'armée ukrainienne. La résistance, elle est vive. Pourquoi ? Parce que le peuple ukrainien, c'est un peuple combattant qui a la détermination de défendre son pays. Et puis il y a un président qui est là comme un véritable chef de guerre aujourd'hui, le président Zelensky, qui n'a pas fui et qui affronte cette crise avec courage. On a pu le voir ces dernières heures dans notre journal télévisé. Vladimir Poutine fait face à une mobilisation aussi internationale qui est hors du commun. Moscou pensait que les pays occidentaux allaient faire pression sur Zelensky pour négocier. Eh bien, pas du tout. On l'arme, on lui envoie des armements, de quoi pouvoir lutter et se battre contre l'armée russe. Et puis enfin, la Russie est en train de se rendre compte, à travers la condamnation quasi unanime dans le monde entier, que tous ces efforts pour montrer un visage lisse, un visage positif de la Russie sont en train de s'écrouler, de tomber par terre. Alors on se demande si c'est pour parler, c'est une manière de gagner du temps. Comment trouver un compromis entre Ukrainiens et Russes en sachant qu'en négociant, eh bien, il faut trouver une porte de sortie positive de l'un et l'autre côté. Merci Mehdi Kelfat pour toutes vos explications donc, sur ce plateau. Vous l'avez dit, l'Ukraine compte sur le soutien des pays occidentaux et cet après-midi, l'Union européenne a encore annoncé des sanctions. Elle va fermer tout son espace aérien aux avions russes. Ces sanctions, elles visent aussi les médias d'État russes, Sputnik et Russia Today, mais aussi leurs filiales qui vont être bannies de l'Union européenne. Pour Ursula von der Leyen, l'objectif ici est d'interdire, je cite, la machine médiatique du Kremlin. Ces sanctions viennent s'ajouter à l'exclusion de banques russes de la plateforme SWIFT. L'idée ici est de gêner certaines transactions financières russes à travers le monde, ce qui devrait entraîner un blocage des importations et exportations russes. Et aussi pour soutenir l'Ukraine, de nombreux pays occidentaux envoient du matériel militaire sur place. Alors qui donne quoi? On fait le point avec vous, Aurélie Didier. Notre pays, la Belgique, a finalement décidé de donner plus que prévu.
Oui, Alexander De Croo l'annonce aujourd'hui avec des chiffres plus importants. 5000 mitrailleuses, 200 armes anti-chars, 3800 tonnes de carburant. Et cela s'ajoute à ce qui avait été prévu la semaine dernière déjà, des casques militaires, des gilets pare-balles qui, eux, je peux vous le dire, devraient arriver ce soir à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et qu'en est-il, Aurélie, de l'Allemagne qui était réticente ? Oui, en effet, un Berlin qui autorise la livraison d'armes. C'est un pays qui, aujourd'hui, brise un véritable tabou. Le pays rompt sa politique de non-exportation des armes létales vers les pays en guerre et avec quand même du matériel important. On parle de 1000 lance-roquettes, de 500 missiles, de canons, de véhicules blindés et de 1000 tonnes de carburant. Et les autres pays, alors ? Oui, alors plusieurs pays individuellement ont répondu aux demandes ukrainiennes. Donc on l'a vu, la Belgique, l'Allemagne, il y a également la France, les Pays-Bas, le Portugal et d'autres pays. Et tous ont répondu de manière individuelle selon leurs possibilités. On parle d'argent, d'armes, de missiles antiaériens, etc. En plus de ces demandes, de ces réponses individuelles, il y a également l'Union européenne qui l'annonce ce soir. Elle va financer l'achat et la livraison d'armes à destination de l'Ukraine. Et les États-Unis, grands alliés de l'Ukraine, ils contribuent à quelle hauteur exactement ? Oui, alors les États-Unis ont déjà donné beaucoup de matériel et Washington annonce de nouvelles aides. Au total, les Américains arrivent donc à 1 milliard d'aides matérielles militaires pour cette année pour l'Ukraine. Merci beaucoup Aurélie pour toutes vos explications. On y voit désormais beaucoup plus clair sur le soutien qui est apporté à l'Ukraine, le soutien matériel donc. Et le soutien à la solidarité, elle s'organise aussi dans les pays voisins. Les Ukrainiens fuient notamment vers la Pologne et là ils arrivent par milliers. Pascal Bustamante, notre envoyé spécial, est sur place depuis quelques jours déjà. On a réussi à le joindre juste avant ce journal. Regardez, il nous explique ce qui l'a le plus marqué sur place. Voici 4 jours que l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe a commencé et l'élan de solidarité ici en Pologne ne faiblit pas. Il faut dire que la communauté ukrainienne dans le pays compte pas moins d'1 million de personnes. Les liens entre les deux peuples sont très forts. Je vous propose de le découvrir dans ce reportage réalisé ici avec Sibel Ceylan. Comme tout au long de la journée, les réfugiés ukrainiens traversent le no man's land entre l'Ukraine et la Pologne. Quelquefois, un garde-frontière ukrainien les aide pour porter des valises ou tenir des enfants. À l'arrivée, des policiers polonais prennent le relais et les retrouvailles avec les parents venus les chercher peuvent avoir lieu. Les réfugiés sont en majorité des femmes et des enfants. Les hommes de 18 à 60 ans ont été mobilisés et sont restés au pays pour le défendre. De nombreux anonymes sont là aussi avec des pancartes pour proposer des transports et de l'hébergement aux arrivants. La solidarité est teintée d'émotion. I have hope. This is not free, warm from world because the sea very dangerous for me and for my family and for people in the world. So I please think about Ukraine and help. What you need, what you want to help, please help Ukraine a little. Les pompiers polonais ont affrété des bus pour traverser la frontière et amener les nouveaux arrivés sur un parking un peu plus loin. Là aussi, les Polonais se pressent pour rendre service. I just came to help people to pick up in Wrocław, and in Wrocław we have some free place and food to help people and just help. Les sociétés de télécommunications offrent des cartes SIM gratuites à tous les détenteurs d'un passeport ukrainien. For everyone, have 100 minutes to Ukraine, so can call and say I am okay and everything is alright. I am in Poland. Tout est mis en œuvre pour permettre aux Ukrainiens de rejoindre un refuge plus stable. Ici, personne ne sait combien de temps le conflit va éloigner ces réfugiés de leur foyer, mais les Polonais sont prêts à les assister aussi longtemps qu'il le faudra.